Ces deux documentaires absolument passionnants, cette grande fresque sur l'école avec ces formidables images d'archives qui ont redonné vie aux salles de classe de toutes les époques. Des images, des témoignages qui parlent évidemment à chacun d'entre nous, même à ceux qui traînaient des pieds sur le chemin de l'école et qui nous rappellent combien en presque 2 siècles, eh bien, l'école a évolué des hussards de la République au déclin du prestige des professeurs, en passant par les changements de pédagogie jusqu'aux nouvelles attentes des élèves. Alors la promesse d'une école pour tous, avec les mêmes chances, est-elle tenue aujourd'hui? On en parle ce soir avec mes invités. Et n'hésitez pas, comme à chaque fois, à réagir avec le hashtag La soirée continue. On est ce soir en direct et on a, évidemment, je tenais à le dire, une pensée particulière pour Samuel Paty et ses proches, 2 ans après son horrible assassinat qui nous a tous bouleversés. Cette soirée est aussi une manière de lui rendre hommage. Voilà qui est dit. Bonsoir François Dubé. Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, grand spécialiste de l'éducation et aussi des inégalités à l'école. Vous y avez consacré de nombreux ouvrages, notamment Tous inégaux, tous singuliers et l'école peut-elle sauver la démocratie aux éditions du Seuil. Adrien Nazelli est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, un beau métier, journaliste, auteur de « Et tes parents, ils font quoi ?», qui est une formidable enquête sur les transfuges de classe et leurs parents. C'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Louise Chaumette est également avec nous ce soir. Bonsoir Louise. Vous êtes future enseignante, vous avez quoi, 22 ans, c'est ça, à peine 21 encore. 21 ans. Vous êtes en master, vous prévoyez de faire l'école normale pour devenir, je crois, institutrice. Et vous avez un peu commencé parce que vous êtes enseignante une journée par semaine en CM1, CM2. Oui, tout à fait. Bon, on parlera de votre engagement, de cette expérience et de cette envie d'enseigner. Nesrine Slaoui est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, un beau métier aussi, je le redis, écrivaine. On parlera de votre parcours et de votre livre Illégitime aux éditions Fayard sur votre parcours scolaire, très brillant d'ailleurs, mais qui n'a pas été simple. On en parlera et vous nous raconterez tout ça. Jérémy Fontagneux est également avec nous. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Vous êtes professeur sciences économie et sociales au lycée de Drancy, en Seine-Saint-Denis. Vous avez mis en place une méthode. Alors on en parlera parce que c'est une méthode qui marche du feu de Dieu, que vous avez appliquée à tous vos élèves et qui ont maintenant, je crois, 100% de réussite au bac, c'est ça? Oui. Oui, 100%. Oui, ça fait plusieurs années que l'échec scolaire a disparu dans les classes dans lesquelles mon collègue et moi, on a mis en place cette méthode. Eh ben, on verra ça. Et vous racontez d'ailleurs tout ça dans un livre qui s'appelle L'école de la réconciliation, édité chez Les Liens qui libèrent. Et puis le ministre de l'Éducation nationale est avec nous. Merci Pape Ndiaye d'être là ce soir. On a plein de questions à vous poser évidemment. D'abord, je voudrais quelques mots de commentaires sur ce formidable documentaire, sur ces 2 films qui rappellent plein de souvenirs. Pour vous, l'école, c'est quoi? Les premières images qui vous reviennent? Le tableau noir, les camarades, les cours? L'entrée au CP, l'apprentissage de la lecture, le fait d'être intimidé dans la classe. L'école m'a longtemps intimidé, pour tout vous dire. Et en même temps, j'y ai toujours vu le lieu de la découverte, le lieu de l'émancipation, le lieu de la lecture, le lieu d'un monde rêvé et d'un monde qui pourrait un jour être le mien par les études. Vous aussi, vous étiez très bon élève. Oui. Du côté d'Antony, à côté de Paris, c'est ça? Oui, c'est ça. Une maman enseignante? Oui, exactement. C'est elle qui vous a donné envie de faire ce métier? Oui, et le sentiment que l'école, qu'on se sauve par l'école, d'une certaine façon. Que l'école, elle est le trésor de ceux qui n'en ont pas. Et que travailler à l'école, c'est très profond, au fond, dans la République. C'est le sentiment que l'école est là pour assurer à la fois l'avenir du pays, mais aussi l'avenir de ses enfants. Et lorsque cette confiance s'effrite ou qu'elle est rompue, bien sûr, la crise est là. C'est une question que j'ai posée à chacun d'entre vous, peut-être François Dubé. Des bons ou des mauvais souvenirs pour vous, l'école? Moi, j'ai des souvenirs qui collent assez aux 2 films, puisque j'ai fait la scolarité primaire dans la vieille école républicaine. Les blouses, les garçons et les filles séparés, une discipline un peu robuste, on va dire. J'ai le souvenir plutôt d'un ennui régulier. Un ennui? Oui, je m'ennuyais plutôt, mais Pourquoi? je jouais le jeu parce que c'était répétitif, parce qu'on recommençait sans cesse, parce que l'orthographe était une obsession pathologique. Voilà, je m'ennuyais un peu, mais j'ai joué le jeu. Et j'ai eu la chance de basculer au lycée dans la 2e période, c'est-à-dire l'ouverture du lycée aux élèves comme moi, dans une période de prospérité économique très forte qui fait qu'il allait de soi que les études paieraient, ce qui n'est plus tellement le cas aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, j'ai fait une scolarité sans beaucoup d'enthousiasme, mais avec vous étiez bon élève suffisamment. Non, j'étais un élève qui se tenait sagement dans la moyenne pour passer les épreuves, mais ni assez bon ni assez mauvais pour me faire pas comme remarquer. Daniel Pénac, dont on apprend que c'était un Non. sacré cancre. Non,
dire qu'on est cancre a quelque chose d'un peu... Péjoratif. Non, snob. Parce qu'on le dit quand on a réussi. Non, j'étais un élève moyen, invisible. Voilà. Bon. Louise Chaumette, même question. Louise, bonne, mauvaise élève, et quel premier souvenir vous gardez de l'école? Parce que c'était il n'y a pas si longtemps, vous. Oui, c'est ça, tout à fait. Plutôt bon élève. Et après, moi, mes meilleurs souvenirs, c'est les fêtes d'école où parents, enseignants se rassemblaient. Pourquoi avoir eu cette envie de devenir institutrice? Alors, ma maman est enseignante, donc j'ai baigné dans le monde de l'enseignement depuis toute petite. Et j'ai eu un déclic en terminale. J'ai aidé les troisièmes à passer le brevet, les aider en mathématiques. C'était le moment de Parcoursup, l'orientation, et le déclic arrive à ce moment. Je veux devenir enseignante. Et vous diriez que c'est une passion, une vraie vocation que vous avez là? Ah oui, tout à fait. C'est depuis que je suis rentrée dans ces études, c'est une vocation, c'est ma passion. Je vis que pour ça et je travaille pour. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? C'est le rapport avec les enfants, c'est l'idée de transmettre? L'idée de transmettre, mais également de voir progresser les élèves, de les voir s'épanouir et de les voir grandir. Vous êtes avec des élèves de CM1, CM2 une fois par semaine, c'est ça? C'est ça. Et quand on a 21 ans, comment on gère ça, la relation avec les élèves? Alors au début, c'est perturbant, on a peur. Asseoir son autorité devant des élèves, c'est pas forcément évident, surtout quand on est débutant. Mais on apprend et ils m'apprennent beaucoup. Vous n'avez pas peur? C'est pas un métier qui vous fait peur quand vous voyez toutes les difficultés qui sont relatées par certains enseignants? Alors, de par le vécu de ma maman, je connais la réalité, je connais la dure réalité du terrain. Et quand on découvre la réalité, ça peut être dur. Moi, je m'y prépare depuis mes années de formation, donc je me sens plus prête. Bon. Beau témoignage pour commencer, Pape Ndiaye, parce que je crois qu'à la rentrée, il manquait 4000 enseignants. Et ben en voilà une qui est motivée. Oui, parce qu'en dépit des difficultés de recrutement que nous avons, bien entendu, tout le monde le sait maintenant, il y a encore des centaines, il y a des milliers d'étudiants qui veulent devenir professeurs des écoles ou professeurs de collège, de lycée, et qui ont presque la foi du charbonnier, je dirais, c'est-à-dire cette envie et ce sentiment qu'être professeur, c'est important pour le pays, pour la jeunesse, le sentiment d'une mission qui est encore très fortement ancrée. Et ça, c'est très frappant en vous écoutant. Bon, on parlera aussi de ce qui ne va pas, évidemment, tout à l'heure, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans l'éducation nationale et dans l'engagement aussi des profs. Adrien Nazeli, même chose, peut-être un mot, les premiers souvenirs d'école? Moi, c'était les copains-copines à l'école primaire. Ensuite, au collège, plus difficile, parce que quand on est l'intello de service un peu mal fringué et qu'on a des bonnes notes, on n'est pas le plus populaire du collège. Et j'ai retrouvé ce plaisir de l'école au lycée, je dirais. Ensuite, au lycée public du centre-ville de Grenoble. Vous faites partie de ceux pour qui l'école a eu un rôle très très important. Est-ce que vous diriez, je rebondis parce que Monsieur le ministre Pape Ndiaye a dit il n'y a pas longtemps, je suis un pur produit de l'école républicaine. Est-ce que vous diriez pareil? Alors moi, oui, puisque mes parents n'ont pas fait d'études du supérieur, donc ce qu'on appelle un transfuge de classe, ce mot un peu compliqué qui veut dire qu'on accède à des études quand ses parents n'en ont pas faites. Du coup, je ne dirais pas que Pape Ndiaye est un transfuge de classe au sens strict, puisque ses parents avaient fait des études supérieures. Donc l'école, évidemment, rôle gigantesque, et j'ai des très bons souvenirs de prof, même si je bavardais trop, apparemment. Vous êtes diplômé de l'école normale supérieure? Oui. C'est ce que vos parents espéraient pour vous ou pas? Non, ni eux ni moi ne savions ce que c'était, puisqu'en fait, l'école normale supérieure, c'est plus tard dans les études, après le lycée, après les années... D'ailleurs, dites en deux mots l'ENS, qu'est-ce que c'est? L'ENS, École normale supérieure, c'est une école d'élite. Je pense que peut-être François Dubé pourrait mieux expliquer comment elle a été fondée et ce qu'on y apprend, mais c'est de former des chercheurs. L'idée, c'est de former des chercheurs, des professeurs. Elle est accessible sur un concours après des années de classe préparatoire. Nesrine Slaoui, allez, même question. Souvenir d'école d'abord. Je dirais le premier, le positif. Après, on tendrait un peu vers le négatif, mais le premier, c'est l'expérience de la collectivité. Je pense que c'est un peu ce que représente l'école pour nous, c'est-à-dire de vivre avec les autres, d'apprendre aussi à gérer le quotidien en groupe. Après, j'ai aussi des mauvais souvenirs, mais parce que je pense que je fais partie de ceux qui ont vécu du harcèlement scolaire très très tôt. J'en ai revécu un peu plus tard ensuite durant mes études supérieures parce que j'ai été étudiante à Sciences Po. Et donc c'est un peu paradoxal parce que en même temps, l'école m'a sauvée dans un certain aspect. Je dis plutôt que c'est la sociologie ou la découverte de la sociologie qui m'a sauvée, parce qu'en fait, à un moment donné, moi je viens de la ruralité, je viens d'un quartier populaire de la ruralité, donc c'est une situation géographique un peu particulière. À Apt, absolument pas connue, c'est à 70 km d'Avignon. Si, on connaît Apt quand même. Voilà, bon, ça va, alors si vous connaissez, tant mieux, mais en tout cas, voilà, c'est une petite ville de semi-rurale,
on dirait, parce que c'est quand même une ville. Mais je viens de cet endroit-là et c'est vrai que j'ai été consciente d'être à l'intersection de plusieurs inégalités puisque je suis issue de l'immigration. Je viens de ce milieu populaire, j'ai des parents qui sont plutôt ouvriers. Et donc, du coup, j'avais conscience qu'à un moment donné, des inégalités sociales pesaient sur ma personne. Et c'est vrai que moi, l'école et la sociologie, pour moi, ça a été une révélation. Et ma prof de sociologie au lycée, ça a été une révélation de me dire, il y a des fondements, il y a des raisons. On peut m'expliquer pourquoi je me sens aussi différente. Parce qu'en fait, très vite, moi j'ai fait le constat, j'étais dans un lycée, enfin un collège et un lycée plutôt mixte. C'est-à-dire que c'est pas comme dans les banlieues parisiennes ou dans les banlieues lyonnaises où c'est d'autres problématiques de mixité sociale. Nous, ce qui faisait, c'est-à-dire que moi j'ai grandi dans un quartier populaire, mais à l'école, il y avait de tout. C'est-à-dire il y avait des gens plutôt aisés, il y avait des châtelains parce qu'il y a des châteaux dans le Vaucluse, il y a des personnes de la petite bourgeoisie, il y a des entrepreneurs, il y a des fils de commerçants, etc. Donc il y avait une mixité sociale, mais j'ai très vite compris, notamment arrivé en terminale, notamment générale, dans les filières générales, que je commençais à devenir la seule issue de l'immigration et de milieu populaire. Alors, on va raconter ça après. D'abord, vous l'avez dit, vous avez fait Sciences Po. C'est ça. Bravo. Vos parents s'y attendaient peut-être pas que vous fassiez Sciences Po. Mais avant mes parents s'y attendaient, mais pas les professeurs. Pas les professeurs, mais ça, vous allez le raconter. 2012 d'abord, vous avez le bac. Ouais. Et c'est une grande fierté parce que vous êtes la première de la famille à avoir le bac. Oui, totalement. Et en plus, c'est vrai que je pense que l'école, pour les personnes issues de l'immigration et pour les parents issus de l'immigration, c'est très important. C'est-à-dire que nous, on a été éduqués très jeunes, et je pense que je ne suis vraiment pas la seule, à faire de bonnes études, à être de bons élèves et à vraiment s'appliquer parce qu'on avait conscience, nos parents avaient conscience qu'il y avait une porte de sortie pour nous. Il y avait un moyen de ne pas faire des métiers ouvriers parce qu'en fait, ils voulaient nous protéger de leurs conditions sociales pour lesquelles il faut absolument avoir aucun mépris parce que c'est des métiers, comme on l'a vu pendant le Covid, essentiels. Mais c'est vrai que pour nous, pour les enfants issus de l'immigration, il y a un attachement de nos parents très viscéral à l'école de la République. Donc vous vouliez faire Sciences Po très jeune, vous vouliez être journaliste, mais vous dites qu'il y a des professeurs qui ne croyaient pas en moi. Et c'est toute la particularité, c'est qu'il y avait des professeurs qui croyaient beaucoup en moi et d'autres qui ne croyaient pas du tout. Donc j'étais un peu ballottée. Et qui vous disaient quoi, par exemple ? Alors moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée quand j'étais au collège. En 6e, 5e, c'est le moment où je vais être journaliste. Je suis fascinée un peu par la télévision. Je trouve ça génial de faire des reportages. J'avais envie de raconter ces milieux-là, en fait, la ruralité et les milieux populaires. Et donc j'en parle à un professeur en lui disant j'ai envie de faire Sciences Po. Parce que j'ai fouillé un peu sur Internet et j'apprends que Sciences Po, c'est la meilleure façon de le faire. Et on me dit très vite, c'est pas une école pour les gens comme toi. Ah. Et cette phrase, elle est très violente parce que, comme moi, ça veut dire issu de l'immigration, ça veut dire issu du milieu populaire. Donc il y a quelque chose d'un rapport aux inégalités qui est très frontal. Et paradoxalement, il y a d'autres professeurs qui ont tout fait, notamment Madame Barra, qui se reconnaîtra si elle regarde cette émission. On salue Madame Barra. Voilà, qui est prof de sociologie et en fait qui a compris, justement, c'est pour ça que je parlais de mon attachement à la sociologie, qui a compris très vite que l'essentiel, c'était de me donner les clés pour comprendre la société, pour comprendre pourquoi j'étais à cette intersection des inégalités et que ça allait être très compliqué pour moi et qu'il y a un déterminisme social qu'on ne peut pas nier, une reproduction sociale que tous les sociologues sont OK pour affirmer, mais qu'en même temps, elle essayait de me donner les clés et de faire de moi, en fait, une exception sociologique. Et ce que vous racontez aussi dans votre livre, c'est que même arrivé à Sciences Po, pendant les études à Sciences Po, il y avait des profs qui ne croyaient pas en vous et qui ne croyaient pas en votre légitimité d'une certaine manière à faire ces études-là. Alors c'était les profs un peu moins que les élèves. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, et je pense qu'avec Adrien, on a ce même ressenti, la violence de classe dans les grandes écoles. Entre les élèves, vous voulez dire ? Oui. La violence de classe, elle est très marquée entre les écoles. C'est-à-dire que moi, j'étais portée par le discours de Sciences Po qui était génial là-dessus, sur l'ouverture en fait, au CEP. Il y a eu des procédures avec les lycées de banlieue parisienne, etc. Donc il y a eu une volonté d'ouverture sociale. Mais en fait, dans les faits, on n'est pas si bien accueillis que ça. Et je l'ai déjà dit beaucoup de fois, mais moi, la première phrase de mon jour à Sciences Po Grenoble, c'est quand on me dit « tu as pris la place de ma sœur ». Et donc, c'est toute cette violence de classe qu'on se prend, la violence à la fois sexiste et aussi raciste parfois, qui est très dure à porter dans ces écoles-là. Alors, Jérémy Fontagneux, petite question après sur vos souvenirs, parce que j'aimerais avoir les vôtres aussi, mais ça arrive souvent que des profs comme ça découragent les élèves ? Que les profs découragent les élèves, je pense que ça arrive, mais les professeurs, pour leur extraordinaire majorité, ont choisi ce métier. Et à Drancy, moi notamment, je suis entouré de professeurs qui sont engagés, qui sont investis et qui croient dans ce même espoir de l'école comme ascenseur social. Mais quand on a 17 ans et qu'on entend ça, c'est terrible. Bien sûr. Mais je pense qu'il y a une violence qui est liée au mépris social, qui est liée au racisme, qui est liée aux problèmes structurels qu'il y a dans notre société et qui renvoient à des problèmes universels qui ne sont pas propres à la France, qui est la question de faut-il se mélanger, faut-il accepter l'autre même lorsqu'il n'a pas le même milieu social d'origine ou la même origine ethnique ou la même religion. Je pense que ces violences-là
traversent la société. Et le documentaire était à la fois très beau et très touchant, je trouve, et assez bouleversant sur, finalement, la deuxième partie en particulier montre que on a décidé en France d'avoir cette promesse d'égalité sociale, où que l'école devait permettre aux enfants de milieux modestes de connaître une ascension sociale, par le travail, par les efforts, avec ce mythe de l'égalité des chances, ce principe méritocratique qui est affiché et qui est répété. Et dans le même temps, la réalité montre que cette promesse n'est pas tenue, ce qui est une source considérable de frustration pour les élèves, mais aussi pour les enseignants, parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'école qui a été construite en France de façon élitiste a décidé de manière altruiste et généreuse de s'ouvrir à toutes les catégories sociales, mais n'a pas réussi à s'adapter. Alors, je donne la parole à Monsieur le ministre dans quelques secondes. Peut-être d'abord un mot là-dessus, François Dubé. La promesse d'une école pour tous sur un pied d'égalité, ça ne fonctionne plus, ou pas? Mais ça n'a jamais... Enfin, les deux films sont excellents, parce qu'on voit bien comment on passe d'un système, au fond, qui est l'école de la nation. L'école est faite pour faire des Français, mais c'est une école de classe. Je veux dire que jusque dans les années 50, c'est la naissance qui détermine le parcours scolaire. Alors, il y a des exceptions, il y a Albert Camus, il y a des enfants qu'on va pousser, mais pour l'essentiel, les enfants d'ouvriers seront ouvriers, les enfants de paysans seront paysans, et les filles seront ménagères. Voilà, c'est ça. Et donc, cette école, très paradoxalement, est perçue comme juste, plus juste qu'elle ne l'est aujourd'hui, parce que le tri social se fait avant l'école. Au fond, on est pris dans des destins de classe. À partir des années 60, on va changer la règle du jeu et dire on entre tous dans la même école. Et là, le tri va se faire par l'accumulation de petites inégalités. C'est-à-dire que vous êtes bonne en CE1, alors ça va passer dans le bon CE2, puis dans le bon collège, où on fera la bonne langue rare, etc. Et donc, à la fin, on aura les mêmes inégalités que naguère, quasiment les mêmes. Ce que je dis est faux. Il y aura plus d'égalités que naguère. Mais à la fin, il y aura de très grandes inégalités, mais elles sont produites d'une autre façon. Elles sont produites au cours du parcours des individus. Oui. Et ça, c'est vécu comme une violence, parce que ceux qui réussissent, pour parler comme les élèves, vont se croire. Ils ne doivent leur succès qu'à eux-mêmes, mais ceux qui échouent, c'est de leur faute. D'une certaine manière, c'est de leur faute, parce qu'ils ont eu la possibilité de réussir. Et donc, on va penser que l'école est très injuste, c'est rempli de ressentiments. Oui, c'est ce que j'allais dire. On va accuser les enseignants ne sont plus là pour faire la nation. Oui. En tout cas, quand ils s'en occupent, ça ne se passe pas si bien. Ça renforce le sentiment d'injustice. L'école, paradoxalement, est moins injuste aujourd'hui qu'il y a 60 ans. Elle est vécue comme beaucoup plus injuste parce que c'est elle qui fait le sale boulot, si je peux me permettre, alors que avant, le sale boulot était fait avant. Et donc, vous avez cette situation qui fait que la promesse d'égalité des chances n'est pas tenue, mais comme on veut la tenir, elle devient une violence pour ceux qui ne réussissent pas. Parce qu'au fond, il y a les vainqueurs, il y a les vaincus, et les vaincus sont toujours soupçonnés d'être un peu responsables de leur défaite. Alors, donc, on est au bout de cette histoire, à mon avis. Les contradictions sont devenues extrême, d'une certaine façon. Alors, je vais demander une réaction à Pape Ndiaye, mais d'abord une citation assez cash que vous avez eue il y a très peu de temps, à la rentrée. Donc, j'imagine que vous partagez en partie le constat. Vous avez dit on peut dire un peu brutalement que l'école se débrouille mal avec les pauvres et qu'elle est injuste avec les pauvres. C'est à peu près ce qui vient d'être dit. Oui, l'enjeu politique pendant une bonne partie du XXe siècle, ça a été ce que j'appellerais la massification, c'est-à-dire faire entrer le peuple, les enfants d'origine populaire, au collège puis au lycée. Ça n'allait pas de soi. Ma propre mère, par exemple, fille de paysan dans les années 50, lorsqu'il s'est agi d'entrer en 6e, ça a été toute une affaire parce que ses parents ne voulaient pas, ils ne voyaient pas de raison pour lesquelles une fille de paysan entrerait en 6e. C'était quelque chose d'exceptionnel que d'entrer au collège quand on était une fille de paysans. Donc, vous voyez d'où on vient. On vient d'un système qui était un système fondamentalement inégalitaire, avec une éducation pour tous, mais jusqu'au certificat d'études, et puis le lycée pour une toute petite... Que la moitié des Français n'obtenaient pas en 1950. Que par ailleurs, une bonne partie des Français n'obtenaient pas. Et donc, l'enjeu, ça a été celui de l'entrée des masses d'enfants au collège, puis au lycée, et on est arrivé jusqu'à 80% d'enfants au bac. On est à peu près à cela aujourd'hui. Désormais,
ça n'est plus l'enjeu de la massification, c'est l'enjeu de la démocratisation, me semble-t-il. On passe à un autre enjeu, c'est-à-dire à un enjeu qui met de façon extrêmement crue sur la table la question des inégalités scolaires, le fait que la France, en comparaison avec les pays européens, se débrouille très très mal pour effacer ou réduire les inégalités de naissance. Parce que toutes les études, c'est vrai, y compris l'étude PISA, montrent que la France est l'un des pays où l'origine sociale d'un élève pèse le plus sur son parcours scolaire. Voilà. Mais une petite question là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas un grand malentendu sur le fait qu'on a fait croire à un moment, d'ailleurs c'est bien montré dans le film, que l'école allait remédier aux inégalités sociales et qu'on partait tous à égalité d'une certaine manière? Est-ce que ce n'est pas un grand malentendu, ça, d'avoir fait croire ça? Et c'est un puissant mythe républicain, au fond, puisque l'idée que l'école peut élever et sortir de sa condition, c'est quelque chose qui traverse la littérature, par exemple, et également tous les témoignages que l'on peut, auxquels on peut penser, même si la réalité est évidemment assez différente. Ferdinand Buisson, qui était le grand collaborateur de Ferry à la fin du 19e, il parlait d'exception consolante. Oui. Pour parler de lui-même et des trajectoires d'enfants du peuple qui se hissaient, par exemple, jusqu'au baccalauréat. Mais il y a puissamment ancré dans la nation l'idée que l'école peut élever et que par l'école, on peut en quelque sorte s'élever dans l'ascenseur social. Ça reste quelque chose de beaucoup plus puissant que dans d'autres pays voisins, des enquêtes intéressantes. C'est vrai, quand on donne les chiffres, vous le disiez, 80-90% des lycéens ont eu leur bac en 2021. Quand on regarde le détail des chiffres, seuls 52% des enfants d'ouvriers ou d'employés accèdent aux études supérieures. Donc on voit bien la différence. Vous diriez que ça joue à quel âge tout ça ? En fait, moi, dans mon enquête, dans le livre, je suis allé voir des parents qui, donc, eux, n'ont pas fait d'études, qui exercent des métiers alimentaires, comme ils les qualifient parfois, et qui ont des enfants qui, tout à coup, accèdent au supérieur. Mais ça se joue très tôt, je pense. Parce que tous les parents que j'ai rencontrés ont eu une attention très scrupuleuse à faire les devoirs avec leurs enfants dès la maternelle. Ensuite, les ont beaucoup suivis au primaire, ont été assez sévères, d'ailleurs. Je crois qu'il y a l'idée de sévérité qui arrive dans l'enseignement. Dans quelques secondes. Et donc, ils ont tous accompagné leurs enfants, mais par contre, ils n'avaient aucune idée de comment faire pour faire des études. Par exemple, le latin en 5e. Ouais. Tous les gens de mon livre, mes parents compris, me disaient « Mais à quoi ça sert de faire du latin en 5e? C'est une langue morte. » Donc, en fait, ils ne savent pas ce qui va permettre ensuite d'avoir des bons points pour son orientation scolaire. Ils n'ont pas les codes, il y a un sérieux manque d'informations. Un petit mot peut-être, François Dubé, vous diriez que ça se joue à quel âge? Ça se joue dès le départ. On a aujourd'hui des enquêtes qui montrent que dès la grande section maternelle, ça se joue. Il y a ceux qui savent presque lire en entrant au CP, ouais. Et ceux qui ne savent pas du tout lire en entrant au CP, ça s'est joué en grande section maternelle. Il y a une sorte de tragédie, si vous voulez, dans ce système. Parce qu'après, les problèmes s'accumulent. C'est-à-dire que dès que vous avez des petites inégalités, qui sont toutes petites au départ, elles vont s'accumuler, s'accroître, se multiplier, et à la fin, faire de très très grandes inégalités. Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas de la mauvaise volonté, il y a pas quelque chose de pervers. Il y a un effet mécanique, comme vous le disiez. On fait du latin. On fait du latin, pas forcément ceux qui font du latin par amour du latin, mais parce que pendant très longtemps, le latin, c'était d'être dans la bonne 5e, avec des gamins qui travaillent aussi bien, qui permettaient d'échapper à la mauvaise 5e, etc. Donc, ce qui est un peu difficile dans cette affaire, c'est que on est passé d'un système qui structurait de très grandes inégalités, le lycée, le collège, l'école élémentaire, c'était des mondes complètement séparés. Là, on est dans un système qui accumule les petites inégalités, les petites différences. Et comme tous les parents l'ont compris, et il ne s'agit pas d'accuser les parents, évidemment, ils vont optimiser les petites inégalités qui leur sont favorables. Et donc, la demande, je voudrais aller au secours du ministre, d'une certaine manière, l'offre scolaire est inégalitaire, mais la demande scolaire est encore plus inégalitaire. C'est-à-dire que la demande des parents est une demande d'inégalité, puisqu'on sait que le destin de ces enfants va se jouer à l'école à l'âge de 16 ans. On va faire une petite parenthèse par Drancy avec Jérémy Fontagneux. Vous êtes, je le rappelle, prof de sciences éco en Seine-Saint-Denis à Drancy. Donc, et pour combattre ce déterminisme, vous avez mis en place une méthode assez innovante. Vous en avez fait un livre, L'école de la réconciliation. Alors, pour résumer, je fais simple, pour résumer en
en 2-3 mots votre méthode, c'est être plus strict et plus inclusif avec les parents, c'est ça? C'est surtout créer une alliance entre parents et professeurs. En fait, mon collègue David Benoît et moi, faisant face aux difficultés que tous les professeurs ont, c'est-à-dire avec des élèves qui ne se sentent pas à l'aise à l'école, qui ont du mal à faire les efforts nécessaires pour y arriver, qui manquent beaucoup de confiance en eux, qui évoluent dans un contexte qui est défavorable à leur réussite. Du coup, on a expérimenté, on a essayé des choses. Tous les professeurs font ça, ils improvisent face à leur public. Et en fait, nous, on a eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance de rencontrer les élèves qu'on a rencontrés, de rencontrer les parents d'élèves, d'évoluer dans un lycée dans lequel il y a beaucoup d'enseignants qui nous ont beaucoup aussi aidés à faire évoluer la méthode, qui aujourd'hui obtient des attendez, des juste formidables. pour être concret, que chacun comprenne, vous dites, parce que vous l'écrivez dans le livre, vous dites la méthode, c'est aussi quand j'arrive à une rentrée scolaire, je suis strict tout de suite et j'applique des règles. Et les règles, c'est 5 minutes de retard, 1 heure de colle. Et vous dites, je peux vous assurer qu'au bout de 3 jours, les élèves ont compris qu'il fallait être à l'heure et avoir le matériel. En fait, c'est pas tant moi qui le fais comprendre, c'est les parents qui le font comprendre aux enfants. La grande difficulté, la grande violence du métier d'enseignant aujourd'hui, c'est qu'on est seul face à des élèves qui, comme je le disais, ne sont pas forcément dans une optique de faire des efforts. Et donc, du coup, c'est très difficile pour nous enseignants. En fait, on exerce un métier dont la violence est très sous-estimée, parce que les élèves ne sont pas commodes, comme je le disais, qu'avec les écrans, les réseaux sociaux, c'est difficile de les avoir concentrés. Donc en classe, on est en difficulté. Et puis lorsqu'on sort de la classe, on a l'impression d'être assez livré à nous-mêmes, parce qu'on a une institution qui ne nous accompagne pas beaucoup, ou qui parfois nous traite de façon désagréable. Il y a des discours qui sont méprisants sur le prof bashing, vous êtes tout le temps en grève, etc. Il y a des rémunérations qui sont complètement indignes du niveau de responsabilité qu'on a, en particulier dans l'enseignement primaire, pareil pour les AESH, etc. Donc du coup, tout cela accumulé fait qu'il y a une espèce de découragement, et c'est évoqué dans le documentaire. Finalement, quand on décide d'ouvrir vraiment, de passer de la massification à la démocratisation, comme vous le disiez, avec la création du bac technologique, des différents bacs professionnels. On se tourne vers les professeurs en leur disant « Vous avez maintenant, il faut que vous vous réinventiez pour pouvoir accueillir ces nouveaux publics ». Et on l'a vu avec notamment le témoignage des professeurs en ZEP. Et les professeurs ont ces capacités-là qui sont formidables. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas utiliser ces capacités-là s'ils ont l'impression d'être méprisés, s'ils ont l'impression que leur travail et que leurs efforts ne sont pas reconnus à la hauteur, en quelque sorte. Et à l'heure actuelle, c'est le cas. Mais ce qui est fort aussi dans la méthode, c'est que vous établissez un lien avec des parents qui se sentent complètement extérieurs à l'école, qui n'ont pas les codes, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, vous dites, je leur envoie un SMS chaque semaine. Voilà. Et pour chaque élève, j'envoie un SMS et j'explique la situation, je prends des informations. Et par conséquent, les parents sont inclus dans le dispositif scolaire. Et ça marche. Oui, en fait, c'est le fait de travailler ensemble qui fonctionne. Comme le disait François Dubé, le drame de l'éducation à l'heure actuelle, la frustration des élèves, la frustration des familles et la frustration des professeurs, parce que finalement tout le monde est perdant dans cette histoire-là, dans le fait que le système scolaire, comme l'a rappelé le ministre, est l'un des plus injustes du monde, parce que non seulement il reproduit les inégalités, mais on continue de prétendre que la méritocratie existe, par exemple. Donc, finalement, face à cette violence-là, nous, la chance qu'on a eue à Drancy, c'est de nous rendre compte que finalement, si on resserrait les liens entre parents et professeurs, il y avait peut-être des marges de progrès, et on a réussi à faire ces progrès formidables. Mais encore une fois, une réussite aussi formidable qu'elle soit, et aujourd'hui on est rejoint par plusieurs professeurs, on est une centaine de professeurs aujourd'hui à reprendre la méthode, à se l'approprier dans différents niveaux, dans différents contextes, etc. Et c'est porteur de beaucoup d'espoir. Cette réussite-là qui est formidable n'empêche pas tous les problèmes qui sont structurels et qui sont de responsabilité politique, parce que ce que le documentaire montre, c'est que c'est lorsque l'État s'engage et lorsqu'il y a une véritable volonté politique dans les années 80, lorsqu'on parle de la création des zones d'éducation prioritaire, c'est l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, donc c'est pas un hasard non plus. Et à titre personnel, est-ce que c'est en quelques mots, c'est un engagement supplémentaire pour vous, de temps, d'investissement? Non, la méthode ne consiste pas à travailler plus. Vu le niveau de salaire qui est le nôtre aujourd'hui, ce serait indigne. Et d'une certaine manière, le système compte un petit peu sur l'engagement héroïque des professeurs. Il y a cette sorte d'idéal du professeur qui ne compte pas ses heures et qui s'évertue à pallier les défaillances du système, en quelque sorte. Et beaucoup de professeurs, y compris nous, il y a quelques années, nous sommes perdus là-dedans. Là, la méthode qu'on a trouvée aujourd'hui ne consiste pas à travailler plus, mais d'une certaine manière, à profiter du fait que les parents sont à nos côtés pour faciliter notre travail de professeur,
Maintenant, il sera un Mais ça marche, 100% de réussite au bac, hein, c'est ça le résultat. Ouais. Bon, bravo. Bravo pour cet engagement et cette méthode. Papa Ndiaye, alors il n'y a pas de recette miracle évidemment, mais ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire donner d'une certaine manière plus de liberté et permettre à chaque enseignant de s'adapter aussi à ses élèves. Ça va dans le bon sens, ça. Ça va tout à fait dans le bon sens. C'est d'ailleurs ce que nous voulons promouvoir en donnant des marges d'autonomie aux équipes pédagogiques, avec également des rémunérations supplémentaires pour les enseignants qui accepteront de nouvelles missions ou qui les réalisent déjà. Il y a un engagement que vous avez pris, on le rappelle, 2 000 € net à la rentrée prochaine. Plus 10% pour tous les enseignants jusqu'aux 20-25 premières années de travail, plus 10% supplémentaires pour des enseignants qui s'engagent sur des missions qu'ils remplissent déjà, y compris dans les relations avec les parents, parce que c'est tout à fait important ce qui était dit à l'instant, d'une école qui doit mieux inclure les parents. Les parents font officiellement partie de la communauté éducative, mais l'école a été historiquement faite pour séparer le monde de la famille, le monde privé, du monde de l'enseignement et de l'émancipation. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est de dialoguer avec les parents, y compris celles et ceux qui sont intimidés ou qui, pour des raisons, y compris linguistiques, par exemple, ont une relation lointaine avec l'école. Faire que les parents soient plus proches de l'école, c'est favoriser la réussite des élèves. Alors on parle des salaires, j'en profite, François Dubé, brièvement, parce qu'on a plein de choses à dire encore, mais les salaires, ce n'est pas la seule raison pour laquelle on manque aujourd'hui de professeurs, parce que je crois qu'il y a des modèles comme l'Allemagne où les professeurs sont bien mieux payés et ils ont aussi des problèmes de recrutement. Alors oui, je voudrais être très précis. Il faut augmenter les enseignants. Bon, ça va de soi. Merci. Mais Voilà. C'est évident, c'est évident. Mais ce qu'on sait, c'est que ce problème de recrutement des enseignants se pose dans tous les pays. À ma connaissance, il y en a 2 qui échappent, qui sont la Finlande et l'Irlande. Mais ça se pose dans tous les pays, y compris dans les pays comme la Suède, qui paient extrêmement bien les enseignants. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le métier relativement facile de la première période historique qu'on a vue, où le maître a une autorité, où l'école est un sanctuaire protégé du monde, où le professeur est vu comme un savant, oui. Où l'adolescence et l'enfance sont chassés discrètement de l'école, où il n'y a pas de mixité. Ce métier a disparu, ces conditions ont disparu. L'école de masse n'est plus un sanctuaire, elle est envahie par la culture de masse, par les téléphones, par les histoires d'amour et d'amitié, qui parfois sont agréables, parfois s'appellent du harcèlement. Donc, pardon, mais le métier est devenu partout beaucoup plus difficile. Mais comment vous l'expliquez, cette déconsidération de la société pour le métier d'enseignant? Charles Péguy disait, je crois, le plus beau métier du monde. Quand on voit dans le premier reportage les hussards noirs, c'était l'élite de la République, où il y a cette institutrice qui dit quand on sortait, il fallait avoir le chapeau, il fallait avoir le costume. Méfions-nous des légendes. D'abord, les hussards noirs de la République, c'était des séminaristes qui avaient le droit de se marier et qui n'allaient pas à la messe. Bon, on était dans un modèle d'école extrêmement particulier qui est très éloigné de nous. Sur le prestige des enseignants, depuis 50 ans, les enquêtes montrent qu'ils ont le sentiment de perdre leur prestige. Les sondages faits auprès des parents montrent que les professions d'enseignants ont toujours du prestige et de l'aura. Ce qui est le cœur de l'affaire, je crois, c'est que le métier est devenu beaucoup plus difficile qu'il n'était. L'époque que j'ai connue et qui fait que je m'ennuyais à l'école, qui était les professeurs arrivaient en disant « sortez vos cahiers, je dicte ». C'était assez tranquille comme boulot. Je veux dire, si aujourd'hui vous dites « sortez vos cahiers, je dicte », vous faites un triomphe. C'est-à-dire que... Adrien Azelli. Donc, le métier a changé de nature et c'est ça qui pose le problème de fond de la formation, des conditions d'exercice, etc. En tout cas, il y a toujours une image très valorisante du métier de professeur. Absolument, pour les parents que j'ai rencontrés, c'est-à-dire qui exercent des métiers non diplômés, ils rêvent que leurs enfants soient profs. Donc moi, en fait, j'ai l'impression qu'effectivement, la méthode qui consiste à rapprocher les parents de l'école peut être extrêmement gagnante parce qu'ils sont tous fascinés par les professeurs. Moi, tous les parents que j'ai rencontrés voudraient que leurs enfants fassent ce genre d'études, voudraient qu'ils deviennent instituteurs, professeurs. Et en fait, c'est marrant de voir ces deux
c'est deux regards très différents finalement. Je posais la question à Louise Chaumette, justement. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que c'est une profession qui est reconnue et valorisée par les parents. Qu'est-ce qu'on vous a dit, vous, quand vous avez dit « je vais être enseignante » Des critiques. Alors, la profession... De la part de qui? De mon entourage, de mes amis. C'est une profession qui est dévalorisée, qui est critiquée. Donc forcément, ça ne donne pas aux étudiants envie de s'y lancer. Et les parents ne reconnaissent pas forcément le travail mené en amont par les enseignants. Pour moi, il y a une consommation de l'école. On emmène ses enfants à l'école. C'est une garderie. Et je trouve ça triste. Et de plus, je pense que pour revenir, le manque de reconnaissance financière est là, mais également parce que la formation est beaucoup plus longue. On demande beaucoup plus aux enseignants. La charge de travail est beaucoup plus importante. Donc, c'est un ensemble de facteurs qui font que beaucoup moins d'étudiants se tournent vers cette formation. Et ça ne vous a pas découragé, vous? Non, pas encore en tout cas. Mais je connaissais, comme je vous ai dit tout à l'heure, la réalité du terrain, les difficultés. Mais forcément que dans ma future carrière, je vais être confrontée à des difficultés qui vont sans doute me poser des questions, des doutes. Mais j'espère que d'ici quelques années, l'école sera plus reconnue et que les enseignants, on reconnaîtra leur qualité. Peut-être un mot, Papa Ndiaye. Comment est-ce qu'on fait pour reconsidérer d'une certaine manière... Enfin, c'est un peu compliqué comme question ce que je vous pose ce soir. Vous avez 2 minutes pour répondre. Comment est-ce qu'on fait pour redonner un élan à cette profession? Vous avez raison, il y a le sentiment d'un déclassement chez les professeurs qui n'est pas simplement financier. La question financière compte, bien entendu, et il faut revaloriser les enseignants, c'est ce qu'on va faire. Mais il y a aussi le sentiment d'un déclassement social, de ne plus avoir la même place, y compris par rapport à un âge d'or qui n'a pas forcément existé. Mais l'idée que les professeurs ont eu une place dans la société française qui s'est effritée. Et donc il faut réfléchir à ça, à cette manière de revaloriser la place des professeurs dans la société française. Et ça n'est pas l'effort d'un ministre, c'est l'effort aussi, un effort collectif. Oui. Au fond, vous vous souvenez de la République des professeurs. On parlait de la Troisième République parce que beaucoup d'hommes politiques étaient des professeurs, à commencer par Jean Jaurès. Évidemment, aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Il y a le sentiment d'avoir perdu une centralité qui avait été une sorte de proximité entre le professeur et puis le monde politique, l'instituteur qui pouvait être maire du village. Il y avait cette idée-là. Et ça s'est dissous. Et l'amertume, me semble-t-il, est assez forte chez les professeurs au-delà des questions financières. Jérémy Fontanieu? Oui, je pense il y a la question financière qui est centrale, qui est au préalable, qui ne concerne pas que les enseignants d'ailleurs, les AESH et les ATSEM notamment. Mais il y a aussi un manque il y a aussi un manque de reconnaissance, pas seulement matérielle, mais aussi dans les discours. C'est-à-dire qu'il y a ce mépris que tu évoquais, que ma collègue évoquait, ce prof bashing, y compris chez les politiques. C'est-à-dire que le fait de vouloir valoriser financièrement les professeurs qui font des tâches supplémentaires, ce que Emmanuel Macron annonce au moment de présenter son programme face à 200 journalistes dont la moitié sont étrangers, ça consiste à dire on va rémunérer davantage les professeurs à condition qu'ils travaillent plus. Ou bien, pendant le confinement, il y a quand même beaucoup de professeurs qui ont disparu. Il y a 800 000 professeurs. Donc forcément, il y a des professeurs qui n'ont pas réussi à être tout à fait à la hauteur de cette grave crise qu'on a tous rencontrée. Mais le fait de le mettre en avant dans le discours, ou bien le fait de parvenir à réunir une intersyndicale dans son intégralité contre la réforme du lycée professionnel, et aujourd'hui, il y avait une manifestation, une mobilisation des collègues de lycée professionnel contre cette réforme qui suscite une levée de bouclier, qui suscite un consensus parmi tous les syndicats, y compris les syndicats parmi les lycées privés, publics et privés. Mais du coup, en effet, vous avez raison, il n'y a pas que du financier, il n'y a pas que du matériel, mais il y a des discours, il y a besoin d'écoute, d'entente et le sentiment de ne pas être méprisé qui est très fort aujourd'hui. Et puis il y a aussi 2 choses. Oui, allez-y. Oui, moi je voulais rajouter juste quelque chose. Je ne vais pas parler en tant que professeur parce que je ne le suis pas, mais j'ai l'impression aussi que la question, c'est les moyens alloués aussi aux élèves qui sont très différents en fonction de milieux aisés et de milieux plus populaires. Par exemple, j'avais fait un reportage en 2018 au moment où le gouvernement a décidé de dédoubler les classes de CP. J'ai fait un reportage à Bondy. Et donc sur le papier, il n'y a personne, je pense, autour de la table qui dirait que c'est une mauvaise idée de dédoubler les classes, d'alléger les professeurs, de mettre plus de moyens. Mais quand je suis allée à Bondy,
j'ai été confrontée à 2 professeurs qui, en fait, devaient partager la même salle de classe et mettre un paravent pour séparer leurs classes. Ça ne peut pas marcher, du coup, cette idée-là de vraiment dédoubler les classes, de mettre plus de moyens dans des endroits où il y a besoin. Parce que on a dit déjà, moi je me rappelle d'un livre que j'ai lu de Camille Peuni, qui est sociologue, le titre c'est Le destin au berceau. On a conscience que les inégalités sociales se jouent. Qui a beaucoup écrit sur le déclassement. Exactement, et sur vraiment le fait qu'au CP c'est déjà joué. Donc en fait, on peut souligner la bonne idée de la réforme, mais s'il n'y a pas les moyens financiers pour les élèves, pour les professeurs, comme c'est témoigné, ça ne peut pas marcher. Alors, il y a eu dans les médias, en 2018, il y a eu des problèmes d'espace. Ça s'est résolu depuis. Le dédoublement, ça ne fait pas de miracle. Pour que ça marche, il faut aussi transformer les méthodes pédagogiques. Si vous enseignez devant 12 élèves de la même manière que devant 24, ça n'a pas les mêmes les résultats attendus. Mais on a quand même des résultats à l'issue. On a la première cohorte des jeunes qui entrent en 6e, qui ont donc bénéficié du dédoublement dans les zones d'éducation prioritaire. Et on constate quand même une amélioration de leurs résultats en français et en mathématiques. Mais les résultats sont moins élevés que ce que vous espérez au début. En tout cas, vous n'étiez pas au gouvernement précédent, mais en tout cas, c'était quand même, c'était pas aussi bon que ce qu'espérait le gouvernement quand il a mis en place. Ça n'est pas une baguette magique. On est d'accord. Adrien Nozelli. Et puis il y a aussi l'idée que les profs s'investissent plus, c'est-à-dire par exemple qu'ils créent des activités extrascolaires en allant chercher des associations. Moi je l'ai vu en intervenant dans un collège en Seine-Saint-Denis avec une grosse association, Citoyenneté Jeunesse, qui faisait venir des journalistes, venir des artistes au collège. Et ça c'est un temps, comme le disait monsieur le prof, qui est pris sur le temps presque personnel, parce qu'en fait, il faut s'investir. Je pense que c'est quelque chose qui est au cœur de notre métier. Peut-être ma collègue, dès sa première année, on est tous dans la débrouillardise et donc, du coup, dans le fait d'utiliser du temps personnel ou parfois des ressources personnelles. Moi, ma femme est professeure des écoles. Ça lui arrive très fréquemment d'acheter du matériel avec ses propres deniers parce qu'on ne compte pas sur l'institution. Parce qu'on sait que l'institution, si on lui fait une demande, y compris pour des situations graves, avec des élèves qui ont besoin d'être pris en charge, avec des élèves qui parfois doivent être scolarisés dans des institutions qui sont spécifiques, l'institution attend que ça pète pour que les choses soient réglées. Il y a un mot que vous avez prononcé tout à l'heure, je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes là-dessus parce que ça rejoint aussi l'actualité cette soirée de ce soir. C'est le sentiment d'abandon parfois que vivent les professeurs face aux situations de violence. On a vu que le nombre de violences physiques, verbales contre les personnels enseignants était en progression. Et puis évidemment contre les atteintes à la laïcité, on a révélé les chiffres il y a quelques jours, plus de 300 atteintes à la laïcité sur le mois de septembre. Ce soir, c'est aussi une soirée hommage à Samuel Paty et à l'horreur qui lui est arrivée. Quelle réponse on peut apporter à ce sentiment d'abandon sur des questions qui sont essentielles et qui mettent directement en danger la vie des enseignants? La réponse, c'est évidemment le soutien et la protection du ministère, des rectorats, à l'égard des enseignants qui se trouveraient menacés. D'abord le soutien parce que nous avons renforcé les équipes valeurs de la République. Ce sont des centaines de personnes qui peuvent se déplacer, qui répondent au téléphone lorsqu'il y a signalement atteinte à la laïcité. Et puis, pour les professeurs qui se trouveraient menacés d'une manière ou d'une autre, il y a ce qu'on appelle la protection fonctionnelle, les dépôts de plainte, éventuellement les liens avec la préfecture. Non, les professeurs ne sont pas laissés à eux-mêmes. Ils sont entourés, on est très mobilisés sur ces questions, mais bien entendu, on a à faire face à des difficultés en matière en particulier de tenue et de signes religieux, ostentatoire. Et donc, est-ce qu'il faut aller plus loin, d'ailleurs, sur ce point? C'est une question précise et revoir la loi... Non, la loi de 2004 est très claire. Elle interdit les signes religieux ostentatoires à l'école. Et on ne va pas éditer un catalogue de 500 pages avec la liste des vêtements qui se trouveraient déjoués le lendemain par tel ou tel accessoire. Et donc, on ne jouera pas sur la taille du bandeau, la longueur de la jupe. Exactement, et on ne s'en sortirait jamais, bien entendu. Et donc, il faut tenir bon sur cette loi et puis aider les équipes éducatives pour l'appliquer à la fois fermement, mais aussi avec discernement. François Dubé, peut-être un petit mot là-dessus, parce qu'avant c'était plutôt au collège qu'on voyait apparaître ce type de comportement. Aujourd'hui, ça arrive aussi au lycée. Tout à fait. Oui, alors je crois que ça arrive au lycée parce qu'il y a une sorte de concurrence qui est en train de se jouer, de toute évidence, entre les élèves qui vont faire ça pour manifester à la fois leurs convictions, mais aussi leur manière de s'opposer à l'école. Donc c'est un problème extrêmement compliqué parce que si nous sommes tous d'accord sur des principes,
je ne suis pas certain que nous soyons véritablement tous d'accord sur la conception que nous avons de la laïcité. C'est un peu troublant. C'est-à-dire que mon expérience, c'est que si je lâche le mot laïcité dans la salle des profs, je ne suis pas sûr que tout le monde entende exactement la même chose. Donc, il y a un problème aujourd'hui qui se pose en France, mais ailleurs. Après, il y a la loi de la République. C'est de savoir ce qui est le cœur de conviction partagé qui va permettre de développer un système éducatif qui ne marche plus d'ailleurs de façon catéchique. C'est-à-dire que c'est pas en faisant des leçons sur la laïcité que ça va marcher. Ça ne marche plus comme ça. Ça marchait comme ça sous Jules Ferry, mais plus aujourd'hui. Donc, l'idée d'avoir des groupes d'enseignants qui partagent des convictions, qui partagent des manières d'agir, ça me paraît très important. Et peut-être que c'est un problème d'établissement et pas simplement un problème de ministère, si je peux dire. Mais en tout cas, là, on est dans une situation qui est pour le moins extrêmement difficile, même s'il va de soi qu'il faut affirmer les règles, protéger les gens, etc. Mais c'est pas aussi simple. Et vous disiez à juste titre qu'il y a aussi des lois dans la République qui existent, mais les lois ne sont respectées que lorsqu'elles sont légitimes. À l'heure actuelle, pour beaucoup de Français, en particulier pour beaucoup de jeunes Français dans les quartiers populaires, la laïcité n'est pas perçue comme un principe légitime parce qu'il est souvent perçu, imaginé, à tort ou à raison, mais c'est comme ça que beaucoup le ressentent, comme une arme de domination d'une certaine manière. Comme le système scolaire dysfonctionne, qu'il reproduit les inégalités sociales, tout ce qui vient de la bouche du système scolaire, d'une certaine manière, sonne faux. Mais on ne peut pas faire du particularisme partout. Mais ce n'est pas faire du particularisme, il faut que la République tienne ses promesses. Et la première des promesses de la République, c'est l'égalité des chances. Et c'est comme ça, dites-vous, qu'on luttera contre les atteintes à la laïcité, c'est ça? Les atteintes à la laïcité, d'une certaine manière, ne sont que le symptôme de difficultés qui sont d'ordre structurel et qui renvoient à ce dont on a parlé pendant l'émission et qui renvoient à la décision politique et à la volonté politique de s'attaquer au cœur du problème qui sont les inégalités sociales et le mépris social et le racisme qui existent en France. Alors, avant de continuer sur les solutions et sur les réformes que vous souhaitez mettre en œuvre, je voudrais qu'on écoute un jeune homme qui est là avec nous. Je tiens à saluer les élèves du lycée La Tourelle, de la Garenne-Colombe, qui nous font le plaisir d'être en direct avec nous ce soir. Et parmi eux, il y a Alban. Bonsoir Alban. Bonsoir. Tu as quel âge? J'ai 17 ans. 17 ans. Et tu es en terminale, c'est ça? C'est ça. Quelle spécialité? Système numérique, pardon. Système numérique. C'est ça. Et tu as eu, je crois, c'est pour ça qu'on voulait aussi ton témoignage ce soir, une petite difficulté pour l'orthographe, une dyslexie. Oui. Ça arrive souvent, ça touche 10% des jeunes élèves, qui t'a pas mal handicapé, je crois, au collège. Oui, ça a commencé du coup en CP. C'est à ce moment-là où c'était diagnostiqué et au fur et à mesure du temps, ça m'a handicapé. Mais en primaire, c'était pas trop présent. C'est vraiment au collège où je l'ai remarqué, où mes camarades à partir de la 6e prenaient beaucoup d'avance et moi beaucoup de retard. Et du coup, au fur et à mesure, plus j'avais de retard, moins j'étais motivé par les cours. Et du coup, ça m'est arrivé, enfin, j'en suis arrivé en 4e où j'étais du coup totalement perdu parce que je pouvais plus suivre, j'arrivais plus à comprendre, j'étais perdu dans les cours. Donc c'était de plus en plus compliqué au niveau du collège. Avec des problèmes de concentration, de comportement, j'imagine. Ouais. Et si on a voulu te donner la parole aussi ce soir, c'est parce qu'à l'époque, tu disais, j'avais le sentiment finalement que l'école, c'était pas pour moi. C'est ça. Quand je remarquais que tous mes camarades avaient de bonnes notes, arrivaient à suivre, et que moi, j'étais sur le côté, que je comprenais plus, oui, j'avais l'impression que l'école, c'était pas fait pour moi et que je devais arrêter. Et puis, il s'est passé un truc, c'est qu'il y a un prof qui a dit à ta maman, il faut peut-être le changer de collège. Oui, ma prof de français, en 4e, qui a parlé à ma maman d'une classe, la 3e prépa pro, qui est une classe où du coup, la classe est divisée en deux groupes. En demi-groupes, c'est ça? En demi-groupes, c'est ça. Où du coup, les profs peuvent se concentrer sur les élèves en difficulté, donc passer plus de temps avec eux pour qu'ils comprennent mieux. Et c'est là où j'ai eu du coup un déclic. J'ai réussi à rattraper mon retard grâce au professeur qui m'expliquait. Enfin, on a revu toutes les années collège, donc j'ai pu rattraper mon retard. Et pour moi, ça a été vraiment un déclic. Et là, tu as dit, quand on a préparé cette émission, tu as dit, mais en fait, j'ai compris ce que c'était l'école. Et je me suis mis à aimer l'école. Et je me suis mis à être bon. C'est ça. Au début, 3e, j'ai tout de suite accroché. J'étais plus perdu. J'avais envie de travailler, d'écouter. J'étais vraiment investi. Et oui, c'est là où j'ai commencé à vraiment aimer les cours. Et ça a continué jusqu'à maintenant.
Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Donc actuellement, je passe mon bac pro. Et après, j'aimerais du coup faire un master en cybersécurité et infrastructure réseau. Donc voilà. Ça aurait été dommage, monsieur le ministre, de se priver d'un agent de la cybersécurité. On en a besoin, je crois, en ce moment en France. Bravo, Alban. Merci pour ce témoignage. Merci à vous. Ça montre aussi que la mixité, voilà, elle passe par ça et elle passe par des profs qui sont capables de se mettre au niveau des élèves et de comprendre leurs difficultés et de les aider. C'est ce qu'on appelle parfois l'effet maître, la capacité qu'un professeur a à sauver, entre guillemets, ou à rétablir les trajectoires scolaires. Et ça, c'est un très beau témoignage de ce qu'un professeur peut faire. Également de l'importance et de l'intérêt des filières professionnelles, puisqu'on parle ici du lycée professionnel qui regroupe un tiers des lycéens. Ça résume assez bien ce que fait de mieux l'école. Moi, je voulais simplement la citer. Il y a une citation que j'ai beaucoup aimée dans le documentaire, c'est Étienne Klein, le grand physicien, qui dit « Au fond, l'école, c'est entendre des choses qui nous sortent de notre milieu ». C'est ça la meilleure définition de l'école? Qui veut répondre? C'était ça. C'était ça, parce que l'école a longtemps eu une sorte de monopole du savoir, de la culture, de la raison, etc. Et aujourd'hui, une des difficultés que nous affrontons, c'est que les élèves accèdent à des connaissances de manière quotidienne, banale, et donc il y a une forme d'autorité scolaire, je crois, ou en tout cas des savoirs scolaires, qui déclinent, pas seulement en France, et partout. Je crois que ça va exiger des efforts de reconstruction de l'école, de pédagogie considérables. Quand j'étais enfant, si je voulais savoir ce qui se passait ailleurs ce qui se passait dans mon quartier, j'avais le choix entre l'école ou l'école ou l'école. Voilà. Eh bien aujourd'hui, la plupart des enfants et des jeunes ont le choix entre 1000 médias plus ou moins rationnels. Je voudrais revenir sur la question de sentiment d'exclusion pour dire que aujourd'hui, le clivage que fait l'école entre les vainqueurs et les vaincus est en train de structurer les électorats. C'est donc encore, c'est plus autre chose, c'est plus que le simple séparatisme. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les vainqueurs de l'école votent d'une certaine manière, libéral, centriste, social-démocrate, écolo, et les autres ne votent plus ou votent mal, voire très mal. Et ça se passe en France, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Donc, l'histoire des inégalités scolaires, c'est pas qu'une histoire scolaire. C'est en train de structurer, au fond, la vie sociale et politique en France. Alors, pour terminer, il nous reste encore quelques minutes. Papa Ndiaye, vous avez dit vouloir imposer plus de mixité sociale à l'école. Vous allez me dire comment, en quelques mots, dans un instant. Revoir la carte scolaire, c'est important, ça aussi, revoir la carte scolaire? C'est lié à la mixité. Ça a déjà été fait par le passé. Nicolas Sarkozy, on s'en souvient, avait voulu le faire. Ça n'avait pas très bien fonctionné. On a de bons résultats, par exemple, à Paris, avec une amélioration assez nette du taux de boursiers dans des établissements favorisés et puis une meilleure mixité dans des établissements défavorisés. Donc la carte scolaire, elle permet de favoriser, lorsqu'elle est bien pensée, de favoriser la mixité scolaire. Et puis il y a d'autres outils, en particulier les filières d'excellence dans les collèges, dans les lycées de zones défavorisées, comme la Seine-Saint-Denis. C'est ce que nous allons faire. On peut jouer sur plusieurs tableaux, mais la priorité, je dirais, c'est quand même la mixité scolaire, faire que des publics... de mélanger les élèves. Voilà, notamment à partir du collège. Jusqu'en 6e, les choses sont relativement mélangées, et puis ensuite, on a une sorte de grande divergence du point de vue des trajectoires scolaires. Et donc, notre effort va porter sur le collège en particulier. Gros boulot. Oui. Nesrine Slaoui. En fait, moi, je voulais juste rajouter un point, c'est qu'on ne peut pas lutter contre les inégalités scolaires si on ne lutte pas contre les inégalités sociales. Moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je suis effectivement diplômée de Sciences Po, mais il y a des discriminations qui ne s'effacent pas avec le diplôme. Il y a notamment l'étude de la DARES en 2021, si je ne me trompe pas, qui dit qu'un individu, donc une femme ou un homme avec un nom à consonance maghrébine, a 31,5% moins de chances d'obtenir une réponse positive à un entretien d'embauche ou à un CV. C'est des discriminations qui existent post-diplôme. On connaît le problème de la discrimination à l'embauche sur CV, etc. Donc je pense que c'est quelque chose aussi qui doit se faire concomitant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lutter contre les inégalités scolaires si la société reste inégalitaire et ne permet pas ensuite, avec un diplôme, de pouvoir faire le job pour lequel on a fait ses études. Adrien Nazeli.
Et puis j'avais aussi peut-être une suggestion et peut-être une question à Pape Ndiaye sur la manière de lutter contre les inégalités. Les conseillers d'orientation psychologue, où est-ce qu'ils sont passés? Parce qu'apparemment, il y en aurait un pour 1500 élèves au collège et au lycée. Ah, question précise. Est-ce qu'il On en faut a plus de créé- conseillers d'orientation? Oui, et les psychologues aussi. On en a créé 20% de plus pour cette rentrée. La question de l'orientation, elle est clairement posée. On n'est pas au niveau pour l'accompagnement et l'orientation, ni au collège, ni au lycée. Il n'y a aucun doute là-dessus. On doit faire beaucoup mieux, pas seulement avec des conseillers d'orientation d'ailleurs, mais avec une mobilisation des équipes éducatives. On va faire des propositions bientôt dans ce sens. Eh bien, ça fait du bien d'avoir un discours de vérité aussi. Merci, Monsieur le Ministre, pour ce message. Je termine avec vous, Louis Chaumette. Bon, j'espère que ça ne vous a pas Non. donné envie de changer de métier. Non, Surtout pas. Restez. non, il faut des enseignants. Comment vous abordez votre rentrée, la prochaine, la vraie? Eh ben, j'espère avoir mon concours. En tout cas, je fais des efforts pour mener de front cette année difficile parce que je pense à tous mes camarades. On a un mémoire, une année de master. Nous sommes contractuels dans des classes, donc nous avons des préparations. Et en plus, nous devons préparer notre concours. Donc c'est une année très difficile, avec beaucoup de stress, mais il ne faut rien lâcher. Il y a peut-être plein de gens qui nous regardent à la télévision, qui ont envie et qui hésitent à devenir enseignants. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Venez. Venez nous aider parce qu'on a besoin d'enseignants. Les enfants ont besoin de vous et on a besoin de revaloriser cette profession. Et puis l'école, c'est une belle histoire. Merci à tous les 6. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à France TV Studio, à Nathalie Bourdon, Capucine Leguet, François-Xavier Legrand pour la préparation, Éric Simon et ses équipes pour la réalisation, à toutes les équipes techniques de France 2 évidemment. Et puis merci encore à vous pour votre fidélité. Pour revoir les documentaires Histoire d'une nation, l'école, ce sera sur la plateforme francetv.fr. Votre soirée continue sur France 2. Avec le portrait maintenant de l'écrivaine Mona Ozouf, fille d'instituteur breton que rien ne prédisposait à devenir un jour grande commandeuse des arts et des lettres. Très belle fin de soirée et on se retrouve demain évidemment à 13h.